si nous en donnons le projet, cet ensemble, encore une fois, dont j'espère, pour des raisons provinciales, françaises, que la France sera capable de relever ce défi, cette grande axe, s'il est capable de se doter des technologies de demain, s'il est capable, c'est-à-dire essentiellement du 4G, qui va être déterminant, et je ne sais pas si je parle de quelque chose que vous connaissez, mais ceux qui... Moi, quand je regarde une ville aujourd'hui, je pose tout de suite cette question. Où en êtes-vous dans votre réflexion sur le 4G? Et quand j'ai des réponses incertaines, je me suis fait un avis sur la ville ou la région. Pas le 3G, le 4G, c'est-à-dire les nouveaux réseaux Internet d'intégration rapide. Ça va être absolument déterminant. Et regardez la carte du monde sur le 4G, elle fait peur. Elle fait peur quant à la nature des investissements des uns et des autres. Les réseaux informatiques, l'accueil des universitaires et des étudiants, ce que nous faisons pour aller les chercher, la mixité sociale et le développement durable. Voilà les caractéristiques qui, à mon sens, vont nous permettre de construire la ville de demain. Naturellement, cela n'a pas de sens si nous, en Europe, ne sommes pas capables simultanément de régler tout un ensemble d'autres problèmes. Si l'Europe se divise ou se défait, si l'Europe, dans la crise qu'elle vit aujourd'hui, n'est pas capable de franchir cette étape en allant vers une étape d'intégration supplémentaire, si à l'échelle de chacun des nations qui nous composent, nous allons assister à une rupture de nos unités, comment pouvons-nous espérer une gouvernance mondiale si nous ne sommes pas capables, raisonnée, civilisée, si nous ne sommes pas capables d'avoir une gouvernance civilisée de l'Europe? Et comment peut-on espérer une gouvernance civilisée de l'Europe si nous ne sommes pas capables d'avoir une gouvernance civilisée dans chacun de nos pays? Et comment peut-on espérer d'avoir une gouvernance civilisée dans chacun de nos pays si nous ne sommes pas capables d'instaurer de la mixité sociale? Car au fond, qu'est-ce qui se joue dans les ruptures en cours? Il se joue le mouvement historique suivant. Le XXe siècle a été le siècle dans lequel les pauvres se sont révoltés contre les riches et s'en sont séparés. Le XXIe siècle commence comme un siècle dans lequel les riches se séparent des pauvres, ou de ceux qu'ils disent plus pauvres, et où nous entrons dans un processus d'égoïsme généralisé. Ça a commencé avec la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie. Ce sont les Tchèques qui ont quitté les Slovaques, et ça continue dans cette logique profonde et qui est extraordinairement dangereuse. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que séparés, nous perdons, alors nous revivrons ce que nous avons vécu, nous, en Europe, à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, je vous rappelle que la situation de l'Europe était exactement la même qu'aujourd'hui. Incroyablement proche. Formidable progrès technique, qui annonçait un siècle merveilleux, le téléphone, la radio c'est 1915, le gramophone, l'automobile, l'électricité, tout annonçait un siècle de croissance forte. Nous avions derrière nous, comme aujourd'hui, 60 ans de paix. Personne ne pensait à la guerre. L'intégration des nations était considérable et tout le monde disait, entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne, on ne se fera jamais la guerre, puisqu'on a eu tel besoin économiquement l'un de l'autre. Et puis, il y a eu, comme aujourd'hui, un certain nombre de mouvements d'incertitude. Il y a eu du terrorisme, qu'on appelait alors anarchisme ou nihilisme. Il y a eu une crise financière qui a commencé à Londres et qui, en 1896, qui a entraîné le basculement du cœur à Boston. Il y a eu un début de commencement de mouvement de haine des autres, avec le début de l'antisémitisme, des différentes formes de racisme, de refus des immigrés, de refus des étrangers. Il y a eu un mouvement protectionniste, en France, les lois Méline en 1907. L'ensemble de ce processus, ça a conduit à quoi? Ça a conduit à ce que nous savons bien. Première guerre mondiale, Mussolini, Lénine, Staline, Hitler, Seconde Guerre mondiale. 1910, personne n'avait entendu le nom de Mussolini, personne n'avait entendu le nom de Lénine, personne n'avait entendu le nom de Staline. Et pourtant, c'est arrivé. Et c'est là que l'Europe a perdu sa chance. C'est parce qu'à ce moment-là, en Europe, alors que tout était réuni pour que nous restions encore un siècle au cœur de l'économie mondiale, parce que nous avons choisi chacun de nous renfermer sur nous-mêmes, de croire que chacun nous allions très vite l'emporter sur les autres, qu'il suffisait de se séparer pour gagner, nous avons perdu et nous sommes entrés dans 60 ans de barbarie si on compte ce qui est arrivé dans l'Est de l'Europe. Aujourd'hui, c'est exactement ça qui se joue. J'ai dit combien
la ville allait être essentielle. J'ai dit combien nous entrons dans une période absolument charnière. J'ai dit que l'Europe avait aujourd'hui les moyens de cette puissance. Pour que la ville en soit l'acteur, il faut qu'elle soit à la fois capable d'être à l'avant-garde de la technologie d'écologiquement durable, que cet écologiquement durable se mêle au socialement durable et que ce socialement durable fasse de la ville de l'Europe, de la ville européenne, l'avant-garde de la civilisation que l'humanité attend de nous. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Ministre-Président, que vous évoque bien sûr la prospective décrite par Jacques Attali par rapport à cette ville-région que vous avez dessinée depuis plus de 20 ans. Alors, quand on lit un peu le livre, on parle de forme d'aliénation, les preuves que la démocratie de marché n'est pour l'immense majorité des humains qu'une gigantesque escroquerie morale. Il y a un tableau à la fois catastrophique et alors un tableau plein d'espoir. Que vous évoque cette introduction, ou en tout cas ce discours de Jacques Attali? D'abord, ce qui est remarquable chez Jacques Attali, c'est que pendant une durée de temps très limitée, il a abordé énormément de sujets qui auraient mérité d'être développés chacun pendant au moins une demi-heure. Donc c'est cette capacité de synthèse qui est intéressante, très intéressante. Et de vision aussi. Vision, une synthèse. Moi, je partage en tout cas ce regard lucide sur l'urbain. Et je l'ai toujours exprimé, d'ailleurs, cette inquiétude sur l'urbain et à la fois cet optimisme sur l'urbain. Je pense que nous sommes dans le règne de l'urbain, comme on dit souvent. On dit souvent que les villes sont le lieu où va se jouer le destin de la civilisation. Ce sont des grands mots, des grandes envolées. Ça n'est pas faux du tout. Mais pourquoi? Parce que je crois que les villes, et c'est le cas pour Bruxelles, qui, M. Attali le sait, est une ville assez modeste pour ne pas prétendre être une grande métropole mondiale, mais que nous aimons à qualifier de la plus petite ville-monde du monde. Au risque de manquer d'ambition. Oui, peut-être, mais en étant assez, je dirais, lucide pour constater que ce qui est dit généralement quant au rôle des villes s'applique aussi à Bruxelles. Je crois que les villes cristallisent tous les grands défis sociétaux. Mais je voudrais dire trois choses sur le rôle des villes. D'abord, vous y avez fait allusion, quand on regarde une carte des polarités économiques du monde, on voit bien que nous sommes dans ce qu'on appelle une économie en archipel, c'est-à-dire nous avons un certain nombre de lieux, qui sont les grandes métropoles, qui structurent le réseau des flux économiques, hein, on le sait bien. Entre d'ailleurs ces grands pôles, on peut se poser la question de savoir ce qu'il y a. Il n'y a parfois rien de significatif, ou alors des espaces que j'appelle les espaces qui vampirisent la grande ville, c'est-à-dire par exemple les cités dortoirs, ces espèces de villes moyennes qui se développent autour des grandes villes et qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la vocation, notamment économique des grandes villes. Et puis il y a aussi évidemment l'enjeu de la cohésion sociale, ça c'est ce qui est la principale inquiétude exprimée. Si nous ne parvenons pas à concilier défis de la multiculturalité, défis de la justice sociale, si nous ne parvenons pas à assurer le vivre ensemble, les villes, au contraire du rôle qu'on attend d'elles d'être vraiment, je dirais, les leviers du développement économique et de la stabilité des États, pourraient devenir demain le creuset de la révolte dont vous parlez. Et je dirais qu'il y a d'ailleurs quelques signes avant-coureurs de tout ça. Alors je pense qu'il y a une vocation économique, il y a une vocation évidemment en matière de régulation sociale, et alors aussi, et c'est un peu lié au deuxième aspect, moi ce qui me frappe, c'est que je le crois, la démocratie va se jouer dans les grands centres urbains et dans les grandes villes. Parce que si l'économie échoue, il y aura des conséquences sociales qui aggraveront le mal-vivre ensemble, et c'est peut-être dans les villes alors que la démocratie sera remise en question. Donc, on est d'accord sur le diagnostic, ça me paraît clair.
Maintenant, il faut quand même ouvrir une petite fenêtre d'optimisme et se dire que si nous réussissons à la fois à faire de la ville le symbole de la dynamique économique, le symbole du vivre ensemble et le symbole d'un bon fonctionnement de la démocratie, ça sera évidemment extraordinaire. Et je conclue sur ta première question, c'est pour ça que moi je suis aussi révolté. C'est pour ça que je suis révolté, comme d'autres gestionnaires de grandes métropoles en Europe notamment, de voir que les États, plus ou moins fortement en tout cas, négligent l'intérêt d'investir dans les grandes villes, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière de régulation sociale et de manière générale en matière aussi de durabilité. Donc voilà, il y a un grand enjeu pour les budgets des États, c'est d'investir dans les grandes villes. Et ça, tous les tableaux le montrent. Les grandes villes aujourd'hui ont une représentation politique dans tous les parlements que je connais qui n'est pas proportionnelle au poids sociétal et à l'influence sociétale que ces grandes villes ont aujourd'hui. Ça pose quand même un fameux problème quant à la représentation des intérêts de l'État des villes auprès des États. Charles, rejoignez-nous peut-être autour de la table. Jacques Attali, un commentaire par rapport à cette position? Non, je suis très intéressé d'entendre ça parce que je pense que vous avez raison, la démocratie va se jouer dans les villes. D'abord parce que c'est dans les villes que va se poser essentiellement le problème de la sécurité. C'est dans les villes que se jouent les révolutions. On l'a vu en Égypte et en Tunisie. On voit aujourd'hui les prolégomènes d'un mouvement intéressant, même s'il est embryonnaire et dont on ne sait pas où il va aller, qui n'est que, à mon avis, qu'une avant-garde d'avant-garde, ce qui se joue en Espagne avec le mouvement des indignés, mais qui est quand même révélateur de ce que la ville reste le lieu du mouvement principal. Et c'est vrai aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que les grandes villes ne sont pas conçues comme un intérêt stratégique majeur pour les gouvernements. D'abord parce qu'il y a souvent un conflit politique entre l'État et la capitale, ou l'État et les grandes villes. On se méfie, en France en particulier, de la grande ville. Et c'est pour ça que les pays qui réussissent le mieux leurs politiques urbaines sont les pays décentralisés. C'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est l'Italie, merveille historique, malgré le délabrement de l'État, parce que l'État n'a pas de pouvoir de s'opposer à la dynamique urbaine.